bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. Les ex-contractuels du ministère de l'économie forestière mécontents du non-paiement de leurs droits. Et puis les cadres et militants du Parti congolais du travail prêtent pour leur 5e congrès ordinaire de leur formation politique. Voilà tout pour les titres. Et puis invité de ce journal, Marie Audizier, directrice de l'Institut français du Congo, et Paul Sonibenga, directeur général du groupe DIRTV. Avec eux, nous allons parler de la célébration de 25 ans d'existence de l'Institut français du Congo. Merci d'être venu sur ce plateau, monsieur le directeur. Merci. Merci de m'accueillir. Les contractuels du ministère de l'économie forestière sont une fois de plus montés au créneau pour réclamer leurs droits conventionnels, mais aussi plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils l'ont fait savoir au cours d'une manifestation devant ce ministère. Le point dans ce reportage de Théodore Valosa. Ventre affamé n'a point d'oreille. Les ex-contractuels du ministère de l'économie forestière qui réclament leurs droits conventionnels et 33 mois d'arriérés de salaire repartis comme suit. 13 mois d'arriérés de salaire avec le ministre sortant et 20 mois avec l'actuel ministre sont une fois de plus montés au créneau et ont voulu mieux faire entendre leur voix à travers ce concert de Vuvuzela. L'un d'entre eux, trié sur le volet, nous parle de leur calvaire. Nous avons servi au ministère de l'économie forestière pendant plusieurs années. Nous avons des contrats à durée déterminée, à l'époque, durée déterminée 2 ans, qui étaient reconduits plusieurs fois. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont eu par exemple 10 contrats, 20 ans d'affilée. Nous n'avons jamais eu de sécurité sociale. Ils n'ont jamais respecté même le SMIC. Malgré les nous avons. Le 30 janvier 2018, Madame la ministre a mis fin à tous nos contrats et nous a notifié depuis le 30 janvier 2018, sans mesure d'accompagnement, ni droit, ni avisé au préalable la partie contractuelle que le contrat est fini. Nous signifions la faute que nous avons commise. Nous avons amené le dossier au niveau de toutes les institutions du pays, à la présidence, à la préfecture, à la primature, partout nous sommes partis, on nous a donné raison. Nous sommes partis en février 2018 au ministère du Travail pour ce litige. Le dossier est au ministère du Travail. Mais jusqu'à présent, on est sur un protocole d'accord, un avant-protocole d'accord qui n'est pas bien finalisé. Rappelons que ces ex-contractuels qui avaient été licenciés en 2018 revendiquent leurs droits estimés à 164 464 892 francs CFA et leurs arriérés qui sont de l'ordre de 111 035 000 francs CFA. Ils disent n'avoir jamais été reçus depuis le début de leur manifestation par leur ministre de tutelle. Les habitants du district de Gabala et ceux des villages environnants, nous sommes là dans le département de la Sangha, ont du mal à pouvoir communiquer avec le reste du pays. Les raisons, eh bien, les opérateurs de téléphonie mobile ont retiré leurs infrastructures dont les dépenses engagées se sont avérées infructueuses. Plus de détails dans ce reportage de Guigol. Le district de Ngwala et les villages environnants déconnectés du reste du monde du point de vue communication. Ce district du département de la Sangha, situé à l'est du Cameroun, manque de réseau téléphonique. Si hier, les populations avaient la possibilité de communiquer avec les parents à travers les réseaux de téléphonie mobile, en l'occurrence RTL et MTN, aujourd'hui, les opérateurs privés ont interrompu la connexion avec ce district. Du coup, la connexion est inexistante dans cette partie du pays depuis plus de 2 ans. Les 2 opérateurs se sont retirés de cette localité dont les dépenses engagées se sont révélées infructueuses. Depuis le 17 novembre 2017, à 17h, la communication avait été coupée. Constatant cet isolement et dans l'optique de décanter la situation afin que Ngwala puisse être à nouveau relié aux autres localités du monde, une correspondance avait été adressée au ministère en charge des postes et télécommunications à cet effet. Malheureusement, elle est restée
lettre morte. Mais sachez que le district d'Ongwala est un district géostratégique. Nous sommes à la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Donc la communication nous est nécessaire pour qu'en cas de quelque chose, nous informons la hiérarchie. Donc nous sommes coupés au monde. Donc c'est pour cela qu'également nous lançons un appel au ministre chargé de la communication et en même temps des nouvelles technologies, qu'on puisse nous faire se revenir le signal pour nous permettre que nous soyons en contact permanent avec la hiérarchie. Dans cette partie du pays, la population se dit abandonnée à leur triste sort, car depuis le 17 novembre 2017, la localité n'est plus connectée au réseau téléphonique. À cela s'ajoute une autre difficulté, le mauvais état de la route qui accélère son enclavement. Soulignons que le district d'Ongwala a 6853 habitants. Nous vous l'avons dit au tout début de ce journal, invité Marie Audizier, directrice de l'Institut français du Congo, et Paul Soni Benga, directeur général du groupe DRTV. Avec ces deux personnalités, nous allons parler de la célébration de 25 ans d'existence de l'Institut français du Congo, ex-CICEF. Une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Mais avant de pouvoir échanger sur ces célébrations, nous allons suivre cet élément. Il s'agit d'un spot qui nous retrace certainement l'événement du 15 décembre. Ngangaido, le dernier des Bantous de la capitale. En partenariat avec l'IFC, c'est ce dimanche 15 décembre 2019. Projection suivie d'un débat du documentaire réalisé par DRTV et consacré au parcours du patriarche Ngangaido. Ngangaido, le dernier des Bantous de la capitale. C'est 1h20 d'émotion et des témoignages sur l'artiste, l'homme et le chef de famille. Venez nombreux à partir de 11h. Entrée gratuite. Venons de suivre le sport relatif dans le cadre justement de la célébration de ces 25 ans d'existence de l'Institut français du Congo. Il sera projeté un documentaire consacré au patriarche Ngangaido avant de le trouver sur scène l'après-midi de ce 15 pour célébrer leurs 60 ans d'existence. Vous êtes directeur général du groupe DRTV, initiateur et réalisateur de ce documentaire. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter un bon anniversaire à l'IFC. Merci. Voilà, et puis louer le partenariat qui nous lie avec cette institution et en même temps féliciter votre leadership, puisque depuis que vous êtes là par rapport à la culture congolaise, vous ne ménagez aucun effort pour essayer de la rehausser. Alors pour ce qui nous concerne, l'IFC nous a fait l'honneur de projeter le documentaire que nous avons consacré au patriarche Ngangaido le jour même de son anniversaire, donc le 15 décembre 2019. Alors ce jour-là, les gens découvriront un peu toute ou une partie des facettes concernant le personnage qui est Ngangaido, qui est resté le dernier des Bantous de la capitale, le dernier artiste encore en activité à 86 ans, alors que tous ceux qui ont commencé avec lui, dans le jazz et même dans les Bantous de la capitale, ne sont plus sur cette terre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'heure, la date et qu'est-ce qui est réservé au public qui sera là? Alors donc c'est à partir de 11h, hein, on a pensé à tous ceux qui vont à l'église, quand ils ont fini avec la messe, donc ils peuvent converger directement à l'IFC. Et puis on aura 1h20 d'échange autour de ce documentaire où le personnage principal, Ngangaido, répondra à toutes nos préoccupations. Alors pourquoi le dernier des Bantous alors que l'orchestre existe encore? Bon, il est le dernier des Bantous, puisqu'il est parmi l'un des membres fondateurs de l'Ok Jazz, et c'était aussi avec Kouka Célestin, qui n'est plus. Il est parmi les 8 pauvres Bantous, comme l'a si bien écrit le doyen Fumu Fila, parmi lesquels il y avait Jean-Serge Essou, Nino Malapé, Pondy, Saturnin,
tout cela ne sont plus ceux qui ont créé les Bantous de la capitale. Donc il est resté le dernier, raison pour laquelle on a titré ce documentaire le dernier des Bantous de la capitale. Mais les Bantous de la capitale continuent toujours de prester, puisque de temps en temps ils font des apparitions à l'IFC. Madame Modigé peut-être dira que les Bantous de la capitale seront encore en 2020 ici à l'IFC pour prester. Donc le dernier des Bantous de la capitale, c'est qu'à 86 ans, plus de 100 ans de musique sur scène, Nganga Edo est encore en activité, hein, alors que tous ses congénères n'y sont plus. Donc ça valait un titre. Alors pour ce que nous réservons au public, je vais essayer de montrer le document. Ici, c'est pas si on peut voir ça. Voilà. Donc c'est le documentaire que nous avons réalisé pour Nganga Edo, qui est là, qui sera disponible le jour où nous allons faire la projection. Nous avons aussi, toujours en prélude des 60 ans des Bantous de la capitale, puisqu'ils ont fêté les 60 ans le 15 août dernier, le document que nous avons fait sur les 60 ans des Bantous de la capitale, donc l'anthologie de la musique congolaise, réalisée, éditée par les Deux Rives Production et DRTV, et également un petit hommage que nous avons rendu à un des chanteurs des Bantous de la capitale, Kabako Lambert, qui nous a quittés il y a si peu. Voilà, donc ce document aussi sera disponible. Et pour clouer le tout, hein, vous avez le coffret, le dernier, qui a été publié par, enfin j'ai dit publié, mais qui a été produit par les Deux Rives Productions sur les Bantous de la capitale, sur les 100 ans des Bantous de la capitale. Donc ce sont des surprises que vous aurez lorsque vous serez dimanche à l'IFC pour suivre la projection de ce documentaire. Alors vous avez retracé, monsieur le directeur, vous avez retracé le parcours de Nganga Edo, le dernier des Bantous, comme vous l'avez dit. Mais il n'y a pas que, pourquoi Nganga Edo? Il n'y a pas que Nganga Edo, il y a d'autres légendes comme le Cosmos ou les Pierre Montoiri. Pourquoi vous n'avez pas fait un documentaire sur ces légendes-là? Bon, je suppose que c'est un appel de pied. Hein. Nous avons commencé, et puis d'autres certainement seront plus inspirés que nous, et ils iront peut-être vers ces personnages que vous avez cités. Mais nous n'aurons pas fermé la porte. Hein. Demain, certainement que ce sera un autre qui aura le privilège d'un réalisateur pour porter sa vie sur scène. Voilà, nous avons choisi Nganga Edo parce que c'est une histoire et c'est un parcours. Voilà. Alors, Madame Marie Odizier, vous êtes directrice de l'Institut français du Congo. À cette occasion de la célébration de 25 ans d'existence de cet institut, vous avez prévu une série d'activités qui intègrent d'ailleurs vos objectifs, faire rayonner la culture congolaise dans sa diversité. Brièvement, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le programme de cette journée du 15? Donc, le premier événement, c'est celui qui vient d'être décrit, puisque à 11h, on va avoir la projection du film. On peut être sûr de la présence de l'ambassadeur de France et de son épouse qui adorent les Bantous de la capitale et qui donc vont continuer en 2020, en 2021 à jouer un dimanche sur deux à la cafette de l'Institut français. Et puis à partir de 14h, donc on va aller sur la Corniche. Et là, on a des artistes très importants qui ont marqué l'histoire de la culture congolaise et donc aussi la culture de l'IFC, puisque nos deux chemins sont toujours ensemble. Et puis on va avoir donc Zao, on va avoir les Bantous de la capitale, puisqu'on va fêter 2 anniversaires, les 25 ans de l'IFC et les 60 ans des Bantous, pour qui on avait déjà organisé un concert sur la Corniche au mois d'août. Et puis on a aussi attendez, il y en a tellement, je ne voudrais pas les oublier. Le Chœur Credo qui représente les chorales, puisqu'on organise chaque année un grand concours international de chorales. Fanny Fayard, Azimbo Bapenda, qui était jusqu'à tout récemment Kingoli Authentique, qui viennent de changer. Madame la directrice, s'il vous plaît, oui. Pour la célébration de ces 25 ans, vous avez décidé de sortir de vos murs pour verser la Corniche. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, c'est qu'avec cette programmation exceptionnelle, il était impossible d'accueillir le public. Notre grande salle fait 480 places et
Et là, on attend des milliers de personnes. Déjà, il y a beaucoup de monde sur la corniche, c'est tellement agréable le dimanche. Et puis, c'est un cadre magnifique, c'est somptueux. On ne peut pas rêver un meilleur endroit pour fêter nos 25 ans. Alors, l'actuel bâtiment de l'Institut français qui a été inauguré le 18 décembre 1994 sous le nom de l'espace André Malraux, qu'est-ce que ce bâtiment représente? Alors, l'architecte qui l'a conçu comme une rue, on va dire, le grand hall, qui dessert des boutiques, on va dire, donc la médiathèque, la grande salle, c'est le concept de cet institut. Et il a été, pour moi, très bien conçu, parce qu'on a un hall magnifique, on a une salle, pour ceux qui ne connaissent pas, venez, puisque la plus grosse partie de nos spectacles sont gratuits, avec des sièges en velours rouge, des sièges en gradin. On a plusieurs salles et puis on a la médiathèque qu'on a rénovée et on a plus d'un tiers de lecteurs en plus depuis le début de l'année. On a maintenant un casque en réalité virtuelle où on peut visiter le château de Versailles par exemple, on a des jeux vidéo. Justement, Madame la Directrice, en parlant de ce bâtiment qui a été bien conçu, c'est vous qui l'avez dit, mais pour le Congolais lambda, ce bâtiment ressemble à une boulangerie. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, puisque en fait c'était ces grands carreaux blancs qu'on retrouvait dans les boulangeries et les gens l'appelaient la boulangerie. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait qu'on fasse la journée du pain un jour. Alors, monsieur, on va terminer cet échange, vous avez certainement un dernier mot. Non, je vais juste convier tous ceux qui aiment la musique congolaise et puis qui aiment l'histoire de notre culture, de venir nombreux assister à la projection de ce documentaire. Et comme l'a dit Madame Odigier, les spectacles gratuits, donc on ne va pas vous harceler en payant un centime additionnel. Voilà. Madame Odigier. Donc c'est de 14h à 20h et l'Institut français défend toutes les cultures. Donc on a du conte, on a de la danse, on a la tradition aussi. Donc venez nombreux, on sera très heureux de vous accueillir. Voilà, Marie Odigier, directrice de l'Institut français du Congo, Paul Soni Benga, directeur général du groupe DIRTV. Nous parlons avec eux de la célébration des 25 ans d'existence de l'Institut français qui sera célébrée non seulement dans l'enceinte du bâtiment de l'Institut français du Congo, mais également à la corniche de Brazzaville. Merci, monsieur le directeur, d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Tout est en train pour les cadres et sympathisants du Parti congolais du travail, et notamment ceux de la Fédération de Brazzaville, pour le 5e congrès ordinaire de leur formation politique, prévu du 27 au 30 décembre prochain. Réunis au Palais des Congrès, ces cadres ont recommandé la création d'une école nationale du parti, tout en invitant par ailleurs Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Vincent Paul Boudin. Unité! Oui, oui, oui! Division! Non, non, non! Le chemin du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail PCT, prévu du 27 au 30 décembre prochain, est bien balisé par la Fédération de Brazzaville. Les cadres, militants et sympathisants de cette formation politique réunis à Brazzaville du 9 au 11 décembre 2019 sous la feuille roule de Gilbert Ondongo, chef de la délégation nationale, ont examiné avec responsabilité les points inscrits à l'ordre du jour de leur congrès fédéral, notamment le rapport politique de leur parti au niveau du département de Brazzaville. Ce sont 12 heures d'intenses travaux ayant abouti à plusieurs motions et recommandations, a indiqué Marcel Banzouzi, rendant public le communiqué final des travaux. Les congressistes ont recommandé au parti de créer un hymne national du parti en vue de promouvoir la nécessité de l'affirmation de l'identité du parti, de même que les congressistes ont relevé la nécessité de la création d'une école du parti en vue de former et éduquer les cadres et militants du parti, sans oublier les organisations affiliées à cette formation politique. Parlant des élections à venir, les congressistes ont recommandé aux membres du bureau politique et ceux du comité central de nous, membres du Parti congolais du travail, de la Fédération du département de Brazzaville,
réunis en congrès fédéral, prélude au congrès national, recommandons vivement que le camarade Denis Sassou Nguesso fasse acte de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Lui réitérons notre soutien total. C'est Gilbert Ondongo, chef de la délégation nationale, qui a fait retomber les rideaux du congrès fédéral du PCT, département de Brazzaville. Le PCT, a-t-il dit, est leur outil commun. Il nous faut travailler pour ce glorieux parti. Mobilisons-nous pour le 5e congrès ordinaire du PCT et l'invite, lancé par le chef de la délégation nationale, afin de faire élire leur champion, a-t-il conclu. Tout pour le peuple. Cadres et sympathisants du Parti congolais du travail, fédération du département du Niari, qui ont bouclé leurs assises à Dolizy ce jeudi. Le point dans ce reportage de Christy Mathieu. Débuté depuis mardi 10, le congrès fédéral PCT Niari s'est clôturé mercredi dans la salle de conférence de préfecture de Dolizy. Pendant 2 jours, les congressistes se sont penchés sur le rapport bilan de la fédération Niari et sur l'examen et adoption des documents techniques du 5e congrès ordinaire issus du comité central. Ce mercredi, les congressistes ont désigné leurs délégués fédéraux au congrès national du parti qui va se tenir à Brazzaville du 27 au 30 décembre prochain. Encourageant son excellence, le camarade Denis Sassou Nguesso a œuvré pour un Congo radieux, solidaire et émergent malgré la conjoncture économique difficile qu'il traverse. Soutenons irréversiblement le président Denis Sassou Nguesso pour ses actions multiformes en vue du redressement de l'économie nationale. Ce congrès fédéral du PCT Niari a été dirigé par Joseph Mbossa, membre du bureau du parti, secrétaire permanent délégué national pour le Niari. Ce dernier avait mis l'accent sur la tolérance à assise qui était un cadre d'analyse et d'échange avec la base. Le communiqué final a été adopté avec amendement. 10. Examen et adoption des motions. Les 3 motions respectivement de soutien au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, de confiance au camarade Pierre Ngolo, secrétaire général du parti, et de félicitations au comité central, ont fait l'objet d'un examen minutieux et pointu. Elles ont été adoptées avec amendement. Ce congrès a connu la participation des militants de tous les districts du département du Niari. Le Niari avait un quota de 70 places. À l'issue de ces travaux, une motion de soutien au camarade président Denis Sassou Nguesso et au secrétaire du parti était lue dans la salle. Le collège des évêques vient de s'élargir avec vos membres. Il s'agit de Monseigneur Daniel Ndika, nommé évêque d'Ifondo. Nous sommes là dans le département de la Liguala. Suivant sa réaction à chaud et son portrait dans ce reportage de Vincent de Paul Koubeba et Chanel Kifoni. Il était connu sous l'identité de l'abbé Daniel Zika. Ce prêtre du diocèse de Ouesso a vu son statut changer ce jour, 12 décembre 2019. Le collège des évêques du Congo a à l'unanimité fait de lui nouvel évêque. Désormais, le peuple de Dieu du Congo devra le compter parmi les évêques du Congo. Son Excellence, Monseigneur Daniel Zika, nommé évêque du diocèse d'Infondo, est plus que surpris de cette élévation, ce qui émane de la volonté de Dieu. Et la nomination vient d'être publiée à peine même. Donc je dis, c'est maintenant là. Sa sainteté, le pape François a accepté la démission de Monseigneur Jean Gardin, qui était là, évêque titulaire de ce diocèse.
Et donc, il m'a nommé pour prendre la suite. Titulaire d'un master en théologie dogmatique obtenu à l'Institut catholique d'Anguère, le nouvel évêque du diocèse d'Infondo a été vicaire général de son Excellence Monseigneur Yves-Marie Monod dans le diocèse de Ouesso. Il nous parle des conditions qu'un prêtre doit remplir pour être nommé évêque. Avoir au moins 5 ans d'ordination ou plus. Être âgé de 35 ans ou plus. Alors, comme je disais, le reste est très très complexe. Il y a beaucoup de critères qui rentrent là-dedans. Et donc, l'idéal serait de pouvoir consulter les spécialistes, les canonistes. Et là, on aura vraiment des informations complètes. Sa nomination en qualité d'évêque d'Infondo dans le département de la Likuala en remplacement de Monseigneur Jean Gardin a été saluée par ses aînés, Monseigneur Gassongo et Victor Abanyamosa, respectivement évêques du diocèse de Gamboma et d'Owando. On retrouve Vincent de Paul Koubemba et Chanel Kifoni. Le corps du Christ de l'Église catholique au Congo, Brazzaville, vient ainsi de s'élargir avec la nomination d'un nouvel évêque dont le nombre passe de 9 à 10. C'est plus qu'une joie, a reconnu l'évêque du diocèse de Gamboma. Le premier sentiment, c'est l'action de grâce. Dis merci à Dieu. Et dis merci au pape François. C'est la joie. Et cette joie a comme source, en ces temps de l'Avent, la venue du Sauveur dans nos cœurs. C'est un cadeau de Noël que le pape a voulu donner à l'Église du Congo. Ordonné prêtre le 9 décembre 2000 à Ouesso, avant son ordination diaconale à Toulouse, Monseigneur Daniel Zika a une expérience liturgique de 19 ans. Avec son nouveau statut, le nouvel évêque du diocèse d'Infondo a quelques priorités. La première chose, c'est d'être à l'écoute, parce que c'est un milieu que je connais un peu parce que c'est la forêt, mais les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il faut arriver sur les lieux, d'abord parler avec lui-même Monseigneur Jean Gardin, qui connaît bien les lieux, et aussi avec le presbytérium, donc les prêtres du diocèse d'Infondo, les religieux, religieuses, les laïcs, donc essayer d'écouter tout le monde. Et ensemble, on verra qu'est-ce qui est donc prioritaire, et ensemble, on essaiera de pouvoir donc s'attaquer à cela. Le clergé congolais a besoin de la prière des chrétiens pour mener à bien la mission assignée par Jésus-Christ. Pour mener à bien la mission assignée par Jésus-Christ. Monseigneur Daniel Zika est la bienvenue dans les rangs des aînés, a souligné le vice-président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Victor Abanyamosa. Le fait d'accueillir un jeune comme celui-là, c'est un bonheur vraiment. On est dans la joie, on est heureux d'accueillir un jeune. En tout cas, nous sommes heureux de ce jeune qui arrive. Nous sommes 10 évêques, en ce moment on n'était que 9. Pour les 9 diocèses, on n'est que 10. Je compte encore Jean Gardin, c'est le Jean Gardin d'Infondo qui est encore là. Quand il va quitter Infondo, s'il s'en va par exemple dans sa terre natale, la France, bon, on reste encore 9. Donc quelque chose manque, ça ne va pas, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux. Monseigneur Daniel Zika, qui avait fait ses études philosophiques et théologiques au Grand Séminaire universitaire de Toulouse de 1995 à 2000, était revenu au pays pour évoluer aux côtés de Monseigneur Yves-Marie Monod. Il exercera sa mission de serviteur de Dieu en qualité d'évêque à la tête du diocèse d'Infondo en remplacement de Monseigneur Jean Gardin
qui a fait valoir ses droits à la retraite après avoir servi Dieu pendant 40 ans au Congo. Monseigneur Daniel Zika a tour à tour exercé les fonctions suivantes. De 2000 à 2002, il a été vicaire paroissial de la paroisse Saint-Michel de Pokola. De 2003 à 2006, curé de la paroisse Saint-Michel de Pokola et vicaire général de son Excellence Monseigneur Hervé Itoua. De 2010 à 2012, curé de la cathédrale Saint-Pierre-Claver. De 2015 à 2016, curé de la paroisse Saint-Michel de Pokola. De 2017 à 2018, curé de la cathédrale Saint-Pierre-Claver. Et en 2018, il a été exorciste diocésain. Enfin, en 2019, directeur diocésain de l'école catholique de Wesso. Sport placé sous le signe de la cohésion entre frères d'armes et le championnat interunité de la garde républicaine a été lancé ce jeudi au stade Saint-Denis à Mpila, ici à Brazzaville, par le commandant de la garde républicaine, Gervais Akwango. Le point dans ce reportage de Hervé Tila. Le coup d'envoi de ce match de football entre le premier bataillon de garde tout de bleu vêtu et reconnaissance plus BCS en maillot de PSG par le colonel Gervais Akwangue, commandant de la garde républicaine, marque le démarrage du championnat interunité de la garde républicaine ce jeudi au stade Saint-Denis de Mpila. Ce championnat, qui connaît la participation d'une dizaine d'unités de la garde républicaine, est placé sous le signe de la cohésion entre frères d'armes, mais aussi celui de renforcer l'endurance de ces hommes de la garde républicaine. L'intérêt accordé autour de la présente édition vise un seul objectif: affermir la cohésion au sein des différentes structures et améliorer les capacités physiques et l'endurance des personnels. La cohésion parce que c'est le facteur primordial d'une vie associative. C'est l'élément principal qui fonde l'esprit d'équipe, le levier déterminant de l'éclosion sociale, et constitue le postulat de base qui devrait en permanence être affermi, voire être renforcé. Améliorer nos capacités physiques, car nous en avons besoin pour soi-même, pour notre propre santé. À côté du football, on aura également le Nzango. Justement pour cette discipline, à l'occasion de cette première journée, les dames du premier bataillon d'instruction Concorde se sont mesurées à celles du deuxième bataillon de garde. Peu avant le démarrage de ce championnat interunité, c'est le colonel Narcisse Ikani, directeur de l'instruction et des entraînements physiques de la garde républicaine, qui a procédé à la présentation des équipes participantes. Par ailleurs, le colonel Gervais Akwangue, commandant de la garde républicaine, a exhorté les participants et les officiels de faire preuve de fair play et de discipline afin de favoriser le bon déroulement de ce championnat qui durera pendant 1 mois. Et puis décédé dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre dernier, c'est ce jeudi que le colonel Roger Ferdin Apa-Broboiro a été inhumé. Peu avant, ses frères d'armes et les anciens enfants de troupe lui ont rendu un dernier hommage à la stèle des anciens enfants de troupe ici à Brazzaville. Irma Okodziou revient sur le parcours de celui qu'on appelait Pagère. C'est dans un climat de consternation, de douleur, d'émotion et de tristesse que les anciens enfants de troupe ont témoigné de leur présence pour honorer la mémoire du colonel Roger Ferdin Apa-Broboiro, arraché à leur affection il y a quelques semaines. C'est lui que les Bleus appelaient affectueusement Pagé, faisait partie de la promotion 1976-1983 dénommée Steve Biko et portait le matricule 1556. Son adaptation à la nouvelle vie lors de son entrée à l'école militaire préparatoire des cadets de la Révolution, aujourd'hui général Leclerc, le 6 septembre 1976, s'est faite quasi instantanément.
Les rigueurs de la vie en internat militaire, l'exigence des résultats scolaires, le changement d'environnement, les ambitions à exprimer, puis les choix et décisions vitales, dont celle du départ à l'école supérieure interarmes unifiée d'Odessa en URSS en août 1983, ont trouvé un Pagé prêt à affronter son destin et à assumer ses choix. Avec Odessa et la formation d'officiers, une autre vie aura commencé avec d'autres contraintes et d'autres difficultés. Roger Ferdin s'y fera jusqu'au retour au Congo en 1987 où il démarre la carrière d'officier en zone 6 à Imfondo. En effet, de la zone militaire de défense numéro 6, son premier poste d'affectation, au cabinet du ministre de la Défense où il a fini sa carrière en qualité d'attaché aux études et synthèses, le colonel Aparo Boiro a connu diverses situations d'emploi, dont le passage au 36e bataillon d'infanterie, le 2e batterie d'infanterie, d'où il a été engagé dans diverses opérations et a été amené à accomplir la mission de sécurisation du chemin de fer sur le tronçon Kayi-Madingu. A été tout pour la promotion Stéphane Bantou-Biko. Le colonel Roger Ferdin n'acceptait jamais la défaite et l'échec. Tu nous laisses dans la douleur. Car si la mort est inéluctable, l'absence qu'elle induit demeure un déchirement sans remède pour ceux qui restent. Plus vive encore est cette douleur quand la mort arrive de façon précoce dans la force de l'âge. Oui, cher frère, grand Biko, tu es parti, mais tu es toujours là. Car si la vie des morts, c'est de continuer à exister dans l'esprit des vivants, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Comment pourrions-nous tenir une conversation sans mentionner ton nom? Non, nous ne t'oublierons pas. Merci pour la leçon de courage, de dignité et de perspicacité qu'aura été ta vie. Ici, les AET réunis sur ce parvis pour dire cet adieu ritualisé, affligés et gémissant en silence, disent tout bas, il est parti. Pagé est parti. Adieu, cher ami. Va, Pagé. Va, tendre guerrier. Va, matricule 1556, portant à l'infini notre souffle uni, notre souffle fraternel, notre aeutitude. Toujours joyeuse et fière, ceux de l'école de Claire, en avant, garde les pères. L'homme qui n'a cessé d'être combatif, même dans la maladie et jusqu'à la fin de ses jours, est né en 1963 à Fort-Roussé à Ouando. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. C'est au cimetière privé Bouka qu'il reposera désormais pour l'éternité. Voilà, c'est par les obsèques de cet ancien enfant de troupe que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite des programmes sur la chaîne du Bassin du Congo.